Alors, petite explication relax sur la sélection de parentèle, qui est un des principes fondateurs de la sociobiologie. La sociobiologie qui cherche à expliquer, à modéliser, à quantifier en fait scientifiquement les sociétés animales, l'existence de sociétés animales. Ou humaine pour l'évopsy, pour l'évopsychologie, qui est le successeur de la sociobiologie. Je ne vais pas revenir ici sur les passés de la sociobiologie, le passé un petit peu problématique, politique de la sociobiologie, ce qu'on lui a reproché, et qu'on continue encore à lui reprocher, ainsi qu'à son problème de méthodologie. Donc je ne vais pas rentrer dans les grandes phrases à ce sujet. Je vais juste parler de ce point précis de la sélection de parentèle, parce que c'est un bel exemple de démonstration des fondements boiteux, viciés de la sociobiologie. Sans rentrer dans la politique, sans rentrer dans les sociétés humaines, pas besoin. La sociobiologie de Edgar Osborne Wilson, dans les années 70, a été médiatisée, a été vraiment célébrée par son bouquin de Sociobiology, The New Synthesis. Sociobiology, The New Synthesis, c'était son bouquin. Un énorme bouquin qui a fait beaucoup de bruit, qui a été un best-seller, parce qu'il Wilson avait appliqué la sociobiologie qui a été un petit peu, quelque part, initiée par des insectes, ce qui se passe chez les insectes, chez certains insectes, sociétés d'insectes, vers les humains. Et le problème n'est pas tellement que ce soit appliqué aux humains, nous sommes des animaux, donc nous pourrions avoir les mêmes règles qui fonctionnent plus ou moins pareil que les insectes. Et le problème, c'est que toutes ces... je vais ensuite détailler ce qui se passe avec ces règles. Le fait, c'est que ce n'est pas seulement les humains qui est le problème, c'est tous les animaux, dont les mammifères, et plus majoritairement les vertébrés, dans une moindre mesure, tous les autres vertébrés, avons un cerveau qui a une plasticité cérébrale qui nous permet de l'apprentissage. Nos comportements sont en très grande partie appris, ou en tout cas modulés par l'apprentissage. Il y a peut-être une partie innée, par exemple les comportements très basiques, vitaux. Chez le bébé, le réflexe de succion, dès la naissance, le bébé, on met quelque chose sur sa bouche, il va sucer. Voilà. C'est un réflexe vital qui lui permet de boire le lait sans avoir à apprendre. Et beaucoup d'insectes fonctionnent comme ça. Ils ont une vie très courte, ils n'ont pas le temps d'apprendre, leurs comportements sont tous innés pratiquement. Mais dès qu'on rentre chez les vertébrés, déjà chez les poissons, les reptiliens, les reptiliformes, chez les archosauriens, les oiseaux, les dinosaures et les mammifères, il y a une grande partie des comportements, de nos comportements et de nos connaissances indispensables à la vie qui sont apprises. Et c'est transmis de cerveau à cerveau, par l'apprentissage, par l'observation, par l'imitation, par l'entraînement. On module, on est, en très grande partie, acquis. C'est de l'acquisition, ce n'est pas de l'inné. Par contre, la sociologie fonctionnait assez bien au départ pour les insectes hyménoptères, pour les abeilles, les fourmis, les guêpes. Ça a été fait là-dessus par la sélection de parentèle de Hamilton. C'est cette idée-là qui a ensuite inspiré Wilson pour développer la sociobiologie et l'élargir à tout. Il voulait expliquer par la sociobiologie tout le comportement animal, y compris humain. Et là, ça n'allait pas bien. Là, c'était red line. Hein. Il fallait pas faire ça parce que ça ne marche pas, tout simplement. Parce que nous ne sommes pas innés. Nous sommes en très grande partie acquis.
Il est difficile de quantifier la part d'acquis ou d'inné. D'ailleurs, c'est ridicule, hein. On a une sorte de combinaison d'inné, de substrat inné, qui permettant un cerveau programmé pour acquérir. Donc on a une sorte de... On est en covariation inné-acquis. Notre cerveau est préparé. Euh, il est né, il est conçu génétiquement pour apprendre très facilement et pour apprendre très rapidement. Donc pour modifier nos comportements en cours d'une vie et non pas attendre une mutation qui changerait nos comportements comme ça se passe chez les insectes. Donc voilà, Otto Hamilton. La sélection de parentèle, c'est une idée toute simple, très élégante, très jolie. On dit toujours qu'elle est élégante parce que ça a l'air en surface de marcher très bien. Il était étonné, donc on est étonné depuis très longtemps en fait, par les sociétés animales, les sociétés d'insectes, où certaines parties donc les abeilles, les guêpes, une partie de ces insectes sociaux ne se reproduisent pas. Ils sont infertiles. Ils ne se reproduisent pas, donc c'est des femelles hein, qui ne se reproduisent pas, elles ne s'accouplent pas avec les mâles, et elles sont infertiles, non reproductrices, parce que, le plus souvent, c'est parce que la reine reproductrice les conditionne leur état. Et tant qu'elle existe, elle cancel, elle annule leur faculté de reproduction, si on veut, par des phéromones, par différents moyens. Et donc, elles ne le font pas. Mais elles peuvent le faire théoriquement, elles ont tous les organes qu'il faut pour, mais elles ne vont pas le faire. Ce sont des ouvrières qui ont un phénotype, qui ont une morphologie différente de la reine. Ce dont je parle ici, ce sont les insectes eusociaux, fourmis, guêpes et abeilles. Les fourmis étant plus proches des guêpes que des abeilles. Ça, c'est pour les hyménoptères. Il y a d'autres insectes qui sont eusociaux aussi, donc une reproduction en colonie, avec une tâche, la répartition des tâches entre castes, si on veut, ou selon le temps. Chez les abeilles, par exemple, les ouvrières qui viennent de naître s'occupent de l'aération de la colonie. Elles vont ainsi renforcer leurs ailes. Plus tard, au cours de leur vie, qui est très brève, elles vont passer à la recherche de nourriture à la fin, etc., à la défense du nid. Et puis plus tard, à la recherche de la collecte du nectar. Voilà. Mais tout ça, c'est programmé. Leur comportement est réellement stéréotypé, programmé. C'est très complexe, elles s'attaquent quand il faut, mais elles n'ont pas beaucoup de place à l'apprentissage. C'est vraiment programmé, c'est très efficace. C'est des animaux extrêmement développés, extrêmement évolués dans ce sens-là, de comportements stéréotypés qui permettent cette fonctionnalité de la colonie, cette vie sociale. Et la particularité des abeilles non reproductrices, c'est de sacrifier leur vie, finalement, de mettre tous leurs moyens, toute leur vie se passe à faire fonctionner la colonie, mais elles n'engagent rien pour leur propre reproduction. Et c'est quelque chose qui semblait contredire la théorie de l'évolution, où on doit transmettre ses propres gènes. Une idée darwinienne simpliste. Et Hamilton, il se dit, comment se fait-il que ce soit ainsi? Qu'est-ce qui maintient cette socialité? Et il a eu l'idée assez géniale de se dire que, puisque les abeilles ouvrières, on va parler des abeilles, hein, par exemple, les abeilles ouvrières mellifères, donc sociales, hein, ne se reproduisent pas, mais qu'elles sont très proches entre elles, plus proches que des sœurs, eh bien, en bossant pour les sœurs ou pour la mère ou pour la colonie, parce qu'elles bossent pour tous ces trois en même temps, mais au détriment de leur propre reproduction, elles transmettent malgré tout leurs gènes, une partie de leurs allèles, de leurs gènes qui sont les mêmes que leurs sœurs, à 75% de parenté. Voilà, c'était l'idée. Et donc ça permet d'expliquer le sociabilité, ou l'apparition ou le maintien de sociabilité de ces insectes sociaux. Et il a expliqué ça par la sélection de parentèle. C'est la parentèle qui serait sélectionnée, qui permettrait de faire passer les gènes par l'intermédiaire d'un tiers.
Voilà, on ne transmet pas ses propres gènes, on aide à transmettre ceux de la mère, mais nous sommes très proches de la mère et des sœurs, donc ce sont nos gènes en commun qui sont transmis, ce sont les mêmes. Voilà. L'idée, c'était donc, en se servant de l'aplodiploïdie des abeilles, elles sont aplodiploïdes, c'est-à-dire que le mâle, il a un demi-set de chromosomes, il transmet entièrement son chromosome, ou ses chromosomes en entier, 100% transmis lors de la fécondation. La mère, elle est diploïde comme nous, elle a un double jeu de chromosomes, elle transmet que la moitié de son patrimoine génétique. Le 100 plus le 50 de la mère, ça fait 150, divisé par 2, 75. Donc 0,75 de parenté entre ouvrières. Pourquoi 0,75 au lieu de 150? Parce que 150, c'est pas possible. Hein. C'est la moitié des allèles du père est commune à toutes les abeilles, c'est la même, entièrement, et la moitié des allèles de la mère est commune aux abeilles. Donc 50 communes à toutes les abeilles ouvrières sœurs, plus 25% de gènes communs. Ça fait 75 en commun, identiques. Voilà. Et donc, ça fait plus que des sœurs, donc la théorie fonctionnait bien. Ça marche. Ça marchait dans l'idéal. Parce que très vite après l'apparition de la Kin Selection de Hamilton, il y a eu des critiques. C'est-à-dire que ça ne marche bien que lorsque le père et la mère sont les mêmes. Or, les abeilles, et les fourmis aussi, et les guêpes, les femelles, lors de leur vol nuptial, les fourmis sont ailées en général, hein, les abeilles, les reines fourmis, elles vont voler, elles vont se faire féconder par plein de mâles dans le ciel, et ensuite elles vont stocker dans leur spermathèque tout ce stock de différents mâles et vont former leur colonie au sol, se couper leurs ailes, les fourmis elles-mêmes, ou les abeilles vont les garder. Mais donc c'est plusieurs mâles, donc la parenté n'est plus de 0,75, elle est de au moins la moitié. En tout cas la moitié de... Aucune parenté du point de vue mâle entre une belle partie de la colonie. Donc ça ne marchait plus déjà. Autre problème, c'est que certaines ruches, certaines colonies d'abeilles ont plusieurs femelles aussi. Ou entre générations, les femelles changent. C'est-à-dire que la reine peut mourir, une autre la remplace, et du coup, une partie des ouvrières ne sont plus sœurs avec l'autre. Donc la parenté peut être encore moindre, voire aucune parenté entre ouvrières de la même colonie, puisque ni père ni mère ne correspondent, ne sont les mêmes. Donc parenté zéro. Ce qui fait qu'en moyenne, la parenté n'était pas du tout l'idéal de la Kin Selection. Donc ça ne marchait pas très bien. Voilà pourquoi ça ne marchait pas très bien dès le départ. Pourtant, c'est maintenu comme une des choses extraordinaires de l'invention de la sociobiologie, des théories de la sociobiologie, alors que ça fait 50 ans que c'est réfuté déjà pour cette partie-là. Et en plus, il y a d'autres réfutations, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces d'insectes qui sont eusociaux aussi, donc sociaux, colonies, des sortes de termitières. Ce sont les termites. Les termites ressemblent aux fourmis, mais ne sont pas des fourmis, ce sont des isoptères. Ils sont haploïdes. Mâles comme femelles ont un double set de chromosomes, tout comme les humains, tout comme tous les vertébrés, et comme tous les mammifères en tous les cas. Et donc leur parenté entre sœurs infertiles est la même, voire aussi les mêmes problèmes, voire moindre, donc de 50% au maximum, voire moindre, puisqu'il y a aussi différents pères et différentes mères, voire père et mère différents. Donc ça ne marche pas non plus. Et pourtant, ils sont sociaux. Donc la relation eusociabilité et sélection de parentèle n'est pas valable. N'est pas c'est pas très corrélé, vraiment pas. Et autre raisonnement, il y a aussi des mammifères. Donc il y a au moins une espèce de rat taupe africain qui est eusocial. Seule une femelle reproductrice s'occupe de toutes les sœurs et mâles. Donc il y a aussi des mâles qui sont diploïdes, tout à fait normalement diploïdes, mais des ouvrières non reproductrices et des mâles non reproducteurs et des mâles reproducteurs et une seule femelle reproductrice, ou plusieurs.
Ça peut arriver aussi. Donc ça ne marche pas non plus. Donc ça c'est une exception. Donc c'est pas lié à la sociabilité, n'est pas lié directement à la haplodiploïdie, ni à la sélection parentale. Et il y a aussi, chez les hyménoptères, c'est les hyménoptères en général, 150 000 espèces d'hyménoptères, la plus grande partie ne sont pas sociaux. Ils sont solitaires. Mais ils sont pourtant haplodiploïdes. C'est-à-dire que le mâle qui féconde la femelle donnera une femelle, donc moitié de tous ces chromosomes, son set unique de chromosomes féconde la femelle, ça donne une femelle avec un set complet. S'il n'y a pas de fécondation, ça fera un mâle, une demi-portion génétique. Donc quand il n'y a pas de fécondation, ça sera des mâles. Quand l'œuf est fécondé, ça sera une femelle, comme tous les hyménoptères. Mais pourtant, la majorité ne sont pas eusociaux, ne font pas des colonies, ils sont solitaires. Donc la loi de parentèle n'est pas corrélée ni à l'altruisme, donc au sacrifice des infertiles pour le bien de la communauté, ni corrélée à l'hyploïdie, ni corrélée à la colonie, ni à l'eusociabilité. Quand je parle de e-sociabilité, ça veut dire sociable, mais e-sociable avec une sorte de spécialisation du travail, de répartition du travail différente selon les phénotypes. Hein, voilà. Voilà, c'était donc déjà une loi qui avait été la loi d'Hamilton, la sélection de parentèle, qui était déjà plein de contre-arguments. Il y a aussi des scolites, des insectes scolites qui sont haplodiploïdes, mais qui ne sont pas du tout sociaux. Les scolites, on voit les larves qui font des traces sous les écorces de certains arbres, ne sont pas sociaux. Et on voit beaucoup de larves qui vivent ensemble, c'est parce que les femelles pondent là. Donc toutes leurs larves se développent autour. Elles prolifèrent, mais elles ne sont pas sociales. Hein. Elles sont tout à fait individuelles, solitaires. Hein. Il ne faut pas confondre social et prolifération. Les bactéries prolifèrent, mais ne sont pas sociales. Certains poissons se réunissent en banc pour la nourriture, ils ne sont pas sociaux. C'est uniquement qu'il y a une réunion, voilà, des réunions opportunistes autour d'une source nourricière. Ce n'est pas du social. Hein. Le social, c'est autre chose. Hein. C'est un autre phénomène. Hein. Avec un scorpion n'est pas du tout social, mais il va se réunir avec la femelle et le mâle pour s'accoupler. Puis ensuite, un des deux la femelle va bouffer le mâle si elle peut. Ce n'est pas du tout social. Hein. Le scorpion n'est pas du tout social. Par contre, il doit se réunir avec un congénère pour l'accouplement. La plupart des animaux ne sont pas sociaux. Hein. Et même chez les mammifères. Hein. La plupart ne sont pas sociaux, même si leur variabilité de comportement leur permet de faire des associations provisoire de longue durée ou familiale, il y a toutes les nuances possibles chez des mammifères non sociaux. Ça peut arriver. Mais en éthologie, on divise les choses selon des critères quand même assez précis. Pour bien distinguer les choses, c'est important. Et donc voilà. Alors, malgré toutes ces critiques de la loi d'Hamilton, la sociologie a continué bon train à prétendre des choses totalement absurdes, basées, donc erronées à la base, mais qui voulaient appliquer même aux humains, et donc même à tous les animaux qui ont un cerveau qui n'est pas totalement, qui n'est pas du tout, même pas du tout, euh, qui ne fonctionne pas du tout par des comportements innés. Voilà. En tout cas, les comportements supérieurs, complexes, ne sont pas du tout innés. Nous devons apprendre la langue maternelle dès le départ, dès la naissance, dès les premiers mois. On commence à l'apprendre, on va mettre plusieurs années à l'apprendre. Nous devons apprendre le violon, malheureusement, d'une génération à l'autre. Nous devons apprendre à conduire, nous devons apprendre l'école, à écrire, etc. Tous ces comportements, tous les comportements d'ailleurs, pratiquement tous les comportements complexes, on devra les réapprendre à chaque fois. C'est une perte d'énergie pour les mammifères, pour les vertébrés en général, et pour tous les animaux qui ont cette faculté d'apprentissage. Mais l'avantage, en revanche, c'est que au cours d'une génération, on peut modifier les comportements, on peut acquérir de nouvelles choses, des connaissances, etc., etc. Alors que
un insecte dont le comportement serait pratiquement 100% inné ne peut pas apprendre grand-chose, ne peut pas modifier ses comportements, qui sont tous stéréotypés. Il faudra des mutations, puisque c'est inné, des variations dans leur comportement, dans leur génotype, où que soit inscrit ce comportement. On ne sait pas trop bien comment ça fonctionne, hein, les comportements. Ce tissu de comportement, de réseau euh, qui, qui, euh, qui fomente le comportement, il faudra attendre une mutation pour que et il sera trié par la sélection pour qu'il y ait une modification de comportement dans la lignée. Alors que nous, à titre individuel, si demain une loi sénatoriale passe ce soir, mettons une loi est passée, la loi est passée, ou un décret ministériel, dès le lendemain, au réveil, je l'apprends à la radio, je peux déjà appliquer cette loi, donc éviter d'enfreindre la loi. Je modifie mon comportement immédiatement si je veux. Hein, c'est l'avantage de, de l'acquisition. Voilà. Et donc, alors, je reviens juste en détail supplémentaire sur ce qui précédait. Donc, j'ai expliqué un peu la transmission de parentèle des hyménoptères, des haplodiploïdes. Chez les humains, donc, on calcule de la même manière. Hein, c'est la mère transmet la moitié de son génome à l'enfant, lors de la fécondation, le zygote. L'autre, le père, il transmet dans le gamète, pardon, le gamète mâle euh, féconde le gamète femelle, ça fait le zygote complet, 100% de gènes, l'embryon va être lancé, l'œuf va être enfin lancé, ça c'est le zygote, hein. L'œuf va être lancé, l'embryon, etc. Donc c'est la moitié de la mère, la moitié du père. La parenté entre enfant et maman est de 50% de gènes strictement identiques. Ça c'est comme avec les femelles, les mamans abeilles et les enfants abeilles. Et avec le père, 50% aussi. Donc parenté entre enfants de même parents, 50% au maximum. Alors que chez les hypodiploïdes, comme le père transmet 100% de ses allèles, 30% de ses chromosomes, 100%, ça fait une parenté un peu supérieure. 50 plus 25. Nous, ça serait 25 plus 25, 50. Hein, et donc au maximum. Ça, c'est la parenté des diploïdes, de pratiquement tous les vertébrés, de pratiquement tous les animaux sexués, hein, en fait. Et quand je parle de 50% de parenté entre frères et sœurs, c'est pour les dizygotes de deux œufs différents. Lorsque c'est un jumeau monozygote, l'identité génétique entre les deux, c'est de 100%. Hein. Là, oui, c'est la même œuf qui s'est divisé et qui a donné deux embryons différents. Donc là c'est c'est une parenté de 100% entre frères et sœurs, entre frères, parce que ça sera du même sexe, ou entre sœurs qui seront du même sexe à partir du même œuf. Évidemment, c'est la parenté de 100%, c'est le maximum qu'on puisse trouver. Hein. Parenté génétique. Hein. Mais ça, c'est une sorte d'exception. Et là, on pourrait peut-être chercher une sélection de parentèle là-dedans, mais même là-dedans, c'est un peu compliqué à trouver. Et un dernier point, c'est le troisième point, ne pas confondre cette parenté entre frères et sœurs qui est de l'origine génétique maternelle et l'origine paternelle qui est calculée 50 et 50, strictement les mêmes gènes. Hein. On hérite 100% du père et 100% de la mère, ils sont identiques au père. Mais comme ils redistribuent par la méiose, on a 50% de parenté avec le frère, de parenté paternelle la moitié, donc 25, et la parenté maternelle de 25% de frères et sœurs, 25 plus 25, 50. On arrive toujours au même chiffre. Hein. Et ne pas confondre ça avec dans d'autres études, d'autres articles, d'autres informations, d'autres livres, où on parle de la similitude génétique ou la parenté génétique entre espèces.
la publication phylogénétique sur l'évolution, sur la taxonomie. On parle par exemple de la parenté entre un chimpanzé et un humain, qui est de 98%, de 98% de similitudes génétiques. C'est-à-dire que nos gènes ou nos allèles sont pratiquement les mêmes, mais avec une variation quantifiée par des différents éléments, différentes manières de le faire, que ce soit les gènes codants ou les gènes non codants, peu importe. Par différentes manières, on arrive à de similitudes génétiques à 98% similaires. Donc vraiment très proche. Avec l'homme de Néandertal, nous serions de 99,8% de parenté. Là, ce n'est pas la même parenté que 50% frères et sœurs. Un frère et sœur sont évidemment par cette parenté-là de similitude génétique, on est à 100% identique. Hein, on est à 100% identique. Les mêmes locus, les mêmes gènes, les mêmes fonctions, à pratiquement 100%, c'est la même chose. C'est simplement que la 50% de parenté, ça veut dire qu'on a les mêmes gènes identiques entre frères et sœurs à 50%. D'accord? C'est un autre calcul, ce sont deux choses différentes. Et voilà, avec ça, on a des clés de compréhension. Les deux derniers points, c'est le complément au premier, hein, pour comprendre la kin sélection correctement. Hein. Et la parenté entre un chien et un loup, la parenté, quand on dit la parenté génétique, c'est la similitude génétique dans le génome, ils sont pratiquement pareils. Hein. 78 chromosomes, 78 paires de chromosomes. Le loup et le chien sont pratiquement la même espèce génétique, on peut dire, avec des variations, surtout sur le phénotype, mais génétiquement, ils sont pareils, ils sont totalement interféconds. C'est la même espèce génétique, donc ils ont 100% de parenté génétique, pratiquement, et avec quelques différences, petites, tellement petites. Par contre, la parenté entre deux chiens de la même portée, deux frères et sœurs, deux chiots frères et sœurs, elle est de 50%, comme nous. Hein, c'est l'origine maternelle ou l'origine paternelle. Cette origine paternelle d'héritage strictement identique au père et strictement identique à la moitié des allèles de la mère, elle nous fait une parenté génétique stricte avec le frère ou la sœur de 50%. C'est vraiment de la similitude génétique stricte, hein, vraiment identique. Ce sont les mêmes gènes ou les mêmes allèles qu'on a hérités. Redistribués. Hein, donc 50% similaires en moyenne. Voilà, je crois qu'avec ça, on a fait le tour. Il y aura plein de choses à dire sur la sélection de parentèle pour plein d'exemples. Récemment, depuis quelques années maintenant, c'est en train de sombrer. Hein. Elle est de plus en plus remplacée, pas par les conservateurs de la sociobiologie, les défenseurs de la sociobiologie, mais par une partie de sociobiologistes eux-mêmes qui l'ont remplacé par la sélection de groupe. La sélection de groupe est un truc qui était déjà très... Ah, salut! Très étudié il y a des années en arrière et qui était tombé en désuétude par l'élégance de la sélection de parentèle, mais la sélection de groupe est finalement plus universelle. Elle s'applique très très bien à tous les cas où la sélection de parentèle s'appliquait plus ou moins bien, mais elle s'applique un peu mieux. Donc elle est plus universelle, elle peut remplacer la sélection de parentèle à merveille. Et en plus, c'est très difficile de distinguer les deux, parce que les mêmes modèles trouvent les mêmes résultats. Le groupe tend à augmenter la parenté entre ces individus, au sein du groupe, et la parenté au sein d'un groupe familial tend à augmenter. Le groupe tend à former un groupe, donc voilà, c'est complexe. Hein, voilà. Et puis le fait de travailler, de consacrer sa vie au groupe, et non pas donc au détriment de sa reproduction, augmente évidemment bénéficie tout le groupe, de ses propres gènes et ceux des autres.
Donc, que le groupe soit composé de gens très proches ou moins proches, c'est tout le groupe qui en bénéficie. Et donc, il est très difficile de distinguer les deux. Et donc, voilà. Et de toute façon, ce sont des modèles qui tendent, qui ont la prétention d'expliquer ou l'apparition ou le maintien de choses qui ne sont pas forcément apparues sous la réflexion humaine. Ce sont peut-être des facteurs cachés, d'autres éléments comportementaux qui vont parfois apparaître, la sociabilité, les colonies d'insectes sociaux, hein, qui ne sont pas forcément un enjeu de parenté et d'investissement dans la reproduction.